Laurent Roland Tonniquez, bonjour. Maury Agua, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Adrien Tchomankou, bonjour. Bonjour Maury Agua, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurent. Bonjour Adrien Tchomankou. Merci. Potentiel de ce matin, la SBEE, le cauchemar des abonnés. Il faut d'abord dire que ce qui se passe est vraiment désagréable, condamnable et suicidaire. Il faut le dire ainsi, je pèse mes mots. Imaginez-vous que par exemple, dans la journée d'hier, nous avons passé toute la journée avec la coupure d'électricité. Donc, c'est le groupe, par exemple, électrogène qui a fonctionné ici du matin jusqu'à 17 h. Et puis, en plein journal, il y a eu coupure également. Et franchement, ce qui se passe, j'imagine, plusieurs écrans d'ordinateurs pétés déjà ici, dans notre maison, à cause des coupures intempestives. Laurent Roland Tonniquez, Adrien Tchomankou, je pense quand même que le quotidien a bien mesuré ces mots en parlant de cauchemar des abonnés. Laurent Roland Tonniquez. Oui, ce qui se passe est assez déplorable. Je crois que... Est-ce qu'on va encore peut-être utiliser des mots assez forts pour qualifier ce qui se passe? Les abonnés sont laissés pour compte, j'ai comme l'impression. Et donc, il n'y a personne pour aller au chevet des abonnés, pour nous dire ce qui se passe concrètement, parce que je l'ai dit ici il y a quelques jours, en réalité, on doit pouvoir nous dire ce qui se passe, ce qui ne va pas. Et cela permet de rester... En fait, comment je vais dire, c'est une manière de respecter le consommateur. On ne l'a pas dit, c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu d'émission le lundi matin, donc malheureusement. Et c'est après que les techniciens sont venus faire le travail et réparer ce qui était foutu. Donc quand on voit tout ça, et imaginez hier nuit, moi j'ai vu que hier nuit en pleine nuit, beaucoup peut-être n'ont pas fait attention, il y a eu coupure encore hier nuit en pleine nuit. Bien sûr que moi j'ai fait attention. Donc autour de 2 h, par là, il y avait une coupure, 2 h, 3 h, il y avait une coupure, parce que moi j'étais en éveil jusqu'à 2 h. Le courant est revenu une heure de temps après. Voilà, donc c'est autant de choses que nous subissons déjà dans ce pays. Et les gens nous ont fait croire que oui, beaucoup de choses ont été réparées et que finalement nous avons cette indépendance énergétique, mais au fond, est-ce qu'ils disent la vérité au chef de l'État? Parce que le chef de l'État n'est pas un technicien, il n'est pas à la SB2E, il ne vérifie pas ce qui se passe. Donc c'est les techniciens qui lui disent que oui, nous avons de l'énergie et que tous les problèmes sont réglés. Malheureusement, lui, oui, avec un sentiment de fierté, nous dit que nous avons une certaine indépendance énergétique et que finalement, on pouvait même vendre l'énergie moins cher que la Chine. Ce n'est pas son erreur, sa faute. C'est la faute au cadre, aux techniciens, qui en réalité ne disent pas toute la vérité parfois au chef de l'État. On a beau faire de critiquer Boniaï. En son temps aussi, Boniaï est un économiste, il n'est pas technicien énergétique, mais c'est les mêmes cadres, malheureusement, qu'on a pu voir à l'œuvre sous lui, et les mêmes cadres sont encore en pouce, appuyés par d'autres personnalités, et qui nous ont fait croire que tout est réglé. Et là, vos appareils sont grillés, vous n'avez pas chez qui vous plaindre, malheureusement, et vous n'avez rien à dire, malheureusement, parce que quand vous le dites d'une manière ou d'une autre, on vous dit que c'est parce que malheureusement, nous, on n'a pas ici, mais on nous traitera peu ou prou d'opposants parce qu'on est contre les... Moi, je suis le premier à reconnaître qu'il y a un effort qui a été fait parce qu'à un moment donné, on n'avait plus les coupures sauvages qu'on avait par le passé. Mais si ça a repris, dites-nous clairement quel est le problème. Est-ce que c'est le Nigeria qui continue de faire preuve d'effacement, en tout cas dans une certaine mesure, ou bien c'est les machines installées nouvellement pour nous assurer de la disponibilité de l'énergie qui ont des problèmes? Est-ce que c'est Maria Glita 2 qui a un problème? Est-ce que c'est les centrales installées qui ont des problèmes? Qu'on nous dise la vérité. Et là, on comprendra. Mais si on ne nous dit rien, cela suppose qu'il y a quelque chose qu'on est en train de cacher. Adrien Tchomankou, pourvu que le président ne subisse jamais de coupure, sa zone ne subisse pas de coupure, pour qu'il ne comprenne pas réellement ce que vivent les populations, ce que nous autres, nous vivons, tout en rendant ce travail, nous sommes devenus comme des enfants orphelins de père et de mère en ce qui concerne l'électricité. Que se passe-t-il et comment pouvons-nous régler ces problèmes? Monsieur Moril, est-ce que c'est la zone du chef de l'État qui ne suffit pas de coupure? Je pense que c'est plutôt le domicile
du président Patrice Talon qui ne subit pas de coupure. Sa zone traverse aussi une coupure qui ne dit pas son nom. Vous savez, je pense quand même qu'à part le domicile du chef de l'État et le CNHU, tout le Bénin est dans le noir. Tout le Bénin est malheureusement plongé dans le noir. Et vous allez me permettre ce matin d'accuser nos consoeurs, nos confrères qui sont membres de la cellule de communication qui, pour moi, font preuve d'une incompétence notoire. Parce que c'est inadmissible que depuis des mois, il y a des coupures intempestives et on ne peut pas sortir un petit communiqué, ne serait-ce pour informer le peuple béninois de ce qui se passe réellement. Moi, je pensais qu'à l'arrivée d'un Béninois à la tête de cette société d'État, que les choses vont changer, les choses vont bouger. Mais je constate malheureusement... Si les choses devraient bouger, pourquoi sommes-nous partis chercher Zagronic? Je constate malheureusement que Zagronic est parti et puis bon, c'est de la merde. Il y avait Paradis. Écoutez, Paradis est parti avec Paradis de l'électricité. Donc je pense quand même que la situation est vraiment préoccupante, la situation est vraiment grave et que s'il le faut, il faut que ce jour même en Conseil des ministres, Patrice Talon prononce d'autres nominations parce que nous ne pouvons pas continuer à subir l'inadmissible. Ce n'est pas possible que les machines ne tournent pas à cause de l'énergie électrique. C'est inadmissible que les appareils ne fonctionnent pas. Et vous savez, quand il n'y a pas l'énergie électrique, c'est que économiquement tout le pays est à terre. Écoutez, vous allez au bureau, vous n'avez pas le jus. Combien de bureaux aujourd'hui en République du Bénin disposent de groupes électrogènes pour faire fonctionner leur ordinateur, pour faire fonctionner leur portatif? Je pense que la situation est grave. Patrice Talon peut beau prendre des décisions, mais je pense que l'heure a sonné pour que des sanctions tombent. Il faut que des sanctions tombent. On ne peut plus continuer avec ça. Si des gens ne peuvent... Écoutez, j'ai aussi lu dans la presse les cas de vérité qui dit par exemple que le secrétaire d'État Dahomey en tournée, qu'il est satisfait des travaux 20% d'avancement de travaux. Quels travaux veut-on nous parler? L'existant donne quoi? Nous ne voulons pas écouter ces refrains. Nous ne voulons plus écouter ces refrains. Il faut que nous ayons de l'énergie électrique. Il faut que l'existant fonctionne bien d'abord, avant qu'on ne construise d'autres. C'est de ça qu'il est question. C'est inadmissible qu'on continue de nous faire parler d'une satisfaction d'une autorité qui allait visiter un chantier alors que nous n'avons pas l'énergie électrique. Or, vous avez suivi Patrice Talon, chef de l'État béninois, qui a vanté notre pays à l'étranger pour dire que nous disposons d'une autonomie énergétique et que nous pouvons même vendre l'énergie électrique à l'étranger. Écoutez, un chef d'État qui tient ses propos diplomatiques. Oui, le chef de l'État tient les propos de la fiche qu'on lui fait. Oui, c'est ce que je dis. Voilà, les cadres la lui font réalité croire est que tout tout va autre. bien. Si la réalité est tout autre, je pense que l'heure a sonné pour que des sanctions tombent. On ne peut plus continuer avec ça. Je m'en coupe, Laurent Roland-Tonnet, qu'est-ce que nous avons quand même la GDIZ? Oui. Au fait, la GDIZ dispose d'une autonomie énergétique en réalité. D'accord. Et donc, d'ailleurs, même c'est prévu dans la structuration de la GDIZ, 2 centrales, je crois, une ou 2 centrales qui devaient assurer l'autonomie énergétique sur ce site. Je voudrais peut-être revenir sur un fait. C'est vrai que Adrien Tchoumakou a raison d'interpeller nos consoeurs ou confrères qui sont au niveau de la cellule de communication, mais vous le savez très bien que sous ce régime, on ne parle pas n'importe comment. Tant que vous n'avez pas l'autorisation, même quand vous allez voir le DG maintenant, il va vous dire qu'il faut écrire à son ministre d'abord. Donc, les confrères sont obligés de garder le silence. Mais ça, c'est le ministre Adambi qui est interpellé là. Oui, attendez, donc, pour vous dire quoi, moi, je ne vais pas peut-être culpabiliser nos confrères parce qu'on sait très bien comment ce régime fonctionne. Ils ne peuvent pas se lever, ils n'ont pas le droit d'ailleurs de lever leur petit doigt pour poser même question à un moment donné, pour vouloir parler, pour justifier quoi que ce soit. Dès lors qu'on ne leur donne pas l'autorisation, ils ne peuvent pas. Et vous savez que vous côtoyez beaucoup de PFCOM quand même. Et vous savez très bien que les PFCOM aujourd'hui n'ont pas cette liberté que d'autres CECOM avaient par le passé et qui pouvaient prendre le devant pour aller défendre certaines choses ou bien donner des éclaircissements sur certains sujets. Donc la responsabilité, c'est les autorités. La responsabilité, c'est le DG de la SBDE. La responsabilité, c'est le ministre Adambi. La responsabilité, c'est le secrétaire d'État, Edouard Dahomey. La responsabilité, c'est le chef de l'État.
Parce que c'est le chef de l'État. C'est vrai qu'on a dit que son domicile peut-être est circoncis dans une certaine mesure, son domicile ne subit peut-être pas les coupures, mais il a des parents, il a des amis qui vivent dans la communauté et qui subissent ce que nous subissons. Et certainement, même s'il n'est pas informé par les fiches qu'on lui fait, c'est qu'il y a au moins des proches à lui qui peuvent lui dire « Ah, Monsieur le Président de la République, dans notre zone, il y a coupure de telle manière, dans telle semaine. » Donc, quelque part, j'interpelle aussi le chef de l'État ce matin. C'est-à-dire qu'au-delà de la fiche qu'on peut lui faire pour dire que tout va bien, il a certainement des proches qui peuvent lui donner l'information. Et si les gens, entre-temps, les gens lui donnent l'information, qu'est-ce qu'il en fait de cette information? Qu'est-ce qu'il fait de cette information? Donc, c'est autant de choses. Je crois que les autorités doivent pouvoir davantage faire attention. C'est vrai que par le passé, on a vu parfois quand on devait avoir coupure dans une zone, et parce qu'il y a des travaux dans la zone, il y a un communiqué qui passe. Mais depuis que nous subissons ces coupures sauvages, personne ne parle, on ne nous dit pas réellement ce qui se passe. Et c'est un peu comme si, bon, écoutez, ils sont qui? Qu'avons-nous à leur dire, écoutez, ils n'ont qu'à subir ça et ça passe. C'est ça qui est dommage. C'est malheureux tout simplement. Et je pense quand même qu'il va falloir que les autorités sortent et parlent, nous expliquent ce qui se passe. Parce que ça ne peut pas continuer et puis à la fin. Et ce qui est bizarre, c'est les mois où il y a eu plus de coupures, c'est pendant ces mois-là qu'on voit que la facture grimpe suffisamment. Moi, je ne comprends pas, suivant quelle alchimie ce phénomène se produit. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Adrien Tumaco. En réalité, il faut que les autorités parlent, il faut qu'ils communiquent. Si vous ne parlez pas, vous ne pouvez pas vous comprendre. C'est la force de la parole. Vous devez communiquer, vous devez vous exprimer. Et nous sommes des abonnés. Il faut qu'on nous dise ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne marche pas. Écoutez, qu'est-ce qui ne bouge pas? Ou bien c'est parce qu'on entend déjà que c'est à Dambi qui sera positionné à je ne sais quoi, à quand, que politiquement on veut déjà montrer qu'à Dambi ne fait rien. Je ne comprends pas. Vous voulez dire si c'est un sabotage? Si c'est du sabotage, qu'on nous le dise. Je ne le pense pas, parce que ce problème, nous le vivons, ça fait bien avant qu'on le donne ce portefeuille-là. D'ailleurs, même, écoutez, la question de l'eau, c'est une question assez importante déjà. C'est le même chef de l'État qui a vu qu'il fallait séparer les ministères. Mettre énergie à part, mine à part, énergie, eau et mine à part, et de mettre finalement énergie à part. Alors, qu'est-ce que s'est-il passé? Puisque l'autre est parti, maintenant on ajoute comment vous appelez, ce que l'autre fait à ce que fait Adambi. Alors qu'au niveau de l'eau aussi, c'est déjà un travail assez énorme. Donc je crois que si Adambi est trop surchargé, il n'a peut-être pas la tête. C'est vrai qu'on a mis, parce que quand il l'a écrit, Dahomey s'est rendu à Gapé, dans la ville de Ouidah, pour voir les travaux d'avancement, en tout cas. Il est entourné, il est entourné dans le Bénin pour voir les installations, le niveau d'avancement. Parce que quand on parle même de coupure, vous imaginez, quand bien même on disait que nous avions une indépendance énergétique, Ouidah subissait pratiquement chaque semaine une coupure. Wow. Pratiquement chaque semaine une coupure. Et donc c'est ce qui justifie en fait les travaux qui sont faits actuellement à Ouidah pour peut-être donner aussi cette autonomie énergétique à la ville de Ouidah. Donc c'est pour ça qu'il est allé là-bas. C'est vrai que oui, pendant que nous subissons de cette difficulté et que lui-même, secrétaire d'État, n'en parle pas, le ministre ne parle pas, le DG ne parle pas, c'est normal que, oui, je suis d'accord avec Adrien Tumaco, qui s'indigne parce que ça ne fait pas bien. Il y a une question dont on ne parle pas souvent, c'est bien cette difficulté de prendre de l'argent désormais qu'on vous envoie de l'extérieur par donc ces agences qui sont chargées de vous remettre de l'argent, ces agences qui servent d'intermédiaires. Je ne voudrais pas leur faire de la publicité gratuite. À la une du quotidien Les 4 vérités, on lit bien, chef de mission d'une banque de la place, il est devant la crayère pour avoir camouflé la provenance d'une forte somme d'argent. Il est aujourd'hui très difficile quand même de recevoir de l'argent de l'extérieur. C'est un sujet dont on n'a pas parlé juste là, Laurent Lantonique. Oui, je veux bien comprendre combien ce chef de mission a camouflé, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, pour prendre de l'argent par les structures qui font les transferts d'argent, les structures internationales que nous connaissons ordinairement, c'est difficile. C'est difficile en ce sens que
quand quelqu'un vous envoie de l'argent, on vous pose un tas de questions parce que question de cybercriminalité oblige, question de contrôle oblige, parce qu'il y a d'autres facteurs que je ne vais pas citer qui font qu'on veut contrôler qui reçoit de l'argent dans le pays et pourquoi et comment. Et moi, la dernière fois, écoutez, pour recevoir 50 €, j'ai bavé pratiquement. 50 €. 50 € parce que Seulement. 50 € seulement, je vous assure. Je vous assure, le type ne voulait pas me remettre de l'argent. Je lui ai prouvé que je suis journaliste. Je lui ai prouvé que voilà. Et il a pris mon passeport. Avant de me remettre l'argent, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait la photo des visas dans mon passeport d'abord. Visa Schengen, visa Turquie, une fois, deux fois, visa, d'autres visas. Et donc, il a fait. Vous vous posez la question maintenant. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Il dit, en fait, c'est pour montrer à son patron que celui qui a pris l'argent n'est pas quelqu'un d'ordinaire qui voyage beaucoup. Je vous assure, c'est ce qu'il m'a dit. Ça s'est passé au niveau des pavés. Donc les gens ordinaires n'ont plus le droit de... Ils ont leurs frères à l'extérieur, j'étais surpris. Et je lui ai dit, mais... Ils font des business... Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Clean, ils n'ont plus le droit de... Et je lui ai dit, mais c'est pas possible. Il dit, oui, que c'est les restrictions. Parce que pourquoi? Celui qui m'a envoyé l'argent est un Haïtien. Et ça, je le dis, parce que j'ai des gens d'Afro-descendants avec qui je travaille, tout ça là. Et nous avons une collaboration, je fais un travail avec lui. Et donc, sur la base du travail, chaque semaine ou bien pas 15 ans, il doit me payer, m'envoyer de l'argent. Et il a envoyé l'argent. J'ai fait l'erreur, puisque lui et moi, c'est devenu comme une question de fraternité, j'ai fait l'erreur de mettre sur la fiche frère. C'est ça que le type n'a pas aimé. Pour dire pourquoi je vais mettre frère, qu'il faut mettre collaborateur. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je peux reprendre. J'ai repris la fiche. Et encore, il me dit non. Parce que, en fait, la structure dans laquelle j'étais, quand vous allez là-bas, vous remplissez la fiche, ils font la photo, ils envoient à quelqu'un ailleurs qui valide. Et qui tire la fiche et leur envoie ça. Et qui remplit la fiche, qui leur envoie ça maintenant, ils tirent de ce côté ici, maintenant vous remplissez. Donc lui-même n'avait pas la décision. C'est-à-dire c'est quelqu'un, son patron quelque part, qui a la décision. Et c'était toute une cycle. Il dit, mais s'il devait prendre... Mais écoutez, j'ai eu quelqu'un qui devait m'aider, qui m'a envoyé 500 francs d'une monnaie d'un pays que je ne vais pas citer, mais d'Europe quand même. Mais je vous assure que l'argent est reparti. Parce que c'est difficile. On m'a dit de justifier, voilà, j'ai justifié. On m'a dit non, l'argent est reparti, je n'ai pas reçu jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on parle de cybercriminalité, mais parfois, il y a tout un mélange de gens. Oui, il faut faire. Il y a des honnêtes citoyens, il y a des gens qui sont malades, qui sont en difficulté, on leur envoie de l'argent, ils ne peuvent pas recevoir. C'est-à-dire que vous allez là-bas, la personne envoie bien l'argent, mais c'est ici qu'on refuse de vous donner l'argent et on vous dit que c'est impossible et on demande à celui qui vous envoie l'argent de venir retirer son argent. Donc, c'est autant de choses que nous subissons aujourd'hui. Malheureusement, moi, j'ai fini par m'adapter à ça. Mais j'imagine, je connais des gens qui ont eu cette difficulté jusque-là et qui n'arrivent plus à prendre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de facteurs qu'on a mis en jeu, il y a tellement d'histoires qu'on a mis en jeu. C'est vrai, il y a les cybercriminels, mais après ça, il y a d'autres facteurs qui font qu'aujourd'hui, difficile de faire des transactions, difficile d'avoir de l'argent de l'extérieur des gens. Et je crois que ce qu'on dit, ça interpelle nos gouvernants, qu'ils essayent de revoir peut-être ces mesures-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Que dans une certaine mesure, s'il faut des pièces pour prouver certaines choses, qu'ils instaurent ça pour dire voilà comment il faut justifier. Autrement, on met les populations citoyennes en difficulté pour rien, parce qu'on a peur peut-être que des gens de là-bas envoient de l'argent à d'autres citoyens ici, pensant que quand ces personnalités à l'extérieur peuvent envoyer de l'argent à des jeunes, des financiers, des trucs comme ça. Et on a mis tellement de restrictions que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. On ne peut pas compter le nombre de personnes qui ont des frères, des sœurs à l'extérieur, et qui leur envoient de l'argent chaque mois pour leurs besoins, leurs locations, les parents, la santé de leurs parents. Mais dans ces conditions, la misère va augmenter. Pourtant, c'est de l'argent propre. Comment faire la part des choses entre l'argent qu'on envoie à ces cybercriminels et l'argent que les gens reçoivent de façon propre pour régler leurs problèmes au quotidien? Il va falloir vite mettre en place un système pour pouvoir crédibiliser tout ça. Mais tel que les choses vont, ça ne va pas. Et je pense quand même que c'est une question importante sur laquelle le ministre des Finances doit se pencher, Adrien Tchoumakou. Oui, le ministre des Finances doit se pencher sur la situation qui est vraiment
préoccupante, d'autant plus que, vous savez, aujourd'hui en République du Bénin, si vous n'êtes pas personne morale, je vais parler d'une ONG, une société, où on sait que, bon, vous avez besoin, vous êtes en train de piloter un projet et qui a les papiers qui attestent tout ça, il vous serait difficile d'aller retirer en bloc d'une seule fois 10 millions de francs CFA. Même les ONG ont des difficultés aujourd'hui. Oui, même les ONG ont des difficultés, mais écoutez, quand vous êtes société ONG, c'est un peu plus, ça s'amoindrit votre difficulté. Mais votre personne physique, comme quelqu'un comme Adrien Tchomakou qui se présente à la banque, même si j'exhibe ma carte professionnelle pour dire que je suis journaliste, je vais retirer 10 millions de francs CFA. Non, on ne peut pas me remettre ça. Il y a un logiciel qui est installé dans toutes les institutions financières aujourd'hui qui ne donne pas la main, directement aux autorités bancaires d'agir ainsi. Et tout ça, ça entre en ligne de compte de la lutte contre la cybercriminalité, de la lutte contre l'extrémisme violent, de la lutte contre le blanchiment des capitaux, de la lutte contre tout ce que vous savez. Je comprends maintenant ce que vous dites. Je comprends maintenant. Parce que je ne vous coupe pas. Même si vous avez votre argent, c'est votre argent. Je suppose que, Laurent, vous avez 20 millions dans votre compte et vous ne prévenez pas. Et vous arrivez à la banque ce matin pour une urgence, pour prendre 10 millions par exemple, vous ne pouvez pas. Oui, mais les gens vous diront que oui, il fallait les prévenir. Justement, et c'est là le problème, parce que comment il peut avoir mon argent, j'ai besoin de l'argent en urgence, et on va me dire que je dois prévenir. C'est ça aussi le véritable problème, parce que si vous êtes un homme d'affaires, vous pouvez avoir besoin d'argent à tout moment pour régler une affaire. Et quand on doit mettre des mesures comme ça, parce qu'on veut lutter contre le blanchiment des capitaux, qu'on veut lutter contre l'extrémisme violent, qu'on veut lutter contre la cybercriminalité, c'est vrai, c'est des luttes assez nobles, bien évidemment. Mais je crois qu'il va falloir faire attention et faire la part des choses. Vous savez, ce que vous dites, ça se comprend même. Ce que vous venez d'évoquer pour dire que vous vous présentez pour retirer 10 millions, on va vous dire... Pour une urgence. Ça, là, ça se comprend même. Pourquoi? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Il y a plus fort que ça. Ce n'est pas ce que vous vous dites, tout simplement comme ça. D'accord. Oui. Moi, j'ai une dame qui est en Côte d'Ivoire tout près. Elle m'a envoyé dans la même journée 500 000, 1 million et encore 1 million. J'ai retiré à la banque le premier retrait, 500 000. Le second retrait, j'ai retiré. Dans la même banque? Dans la même banque. Et vous n'êtes pas sorti, vous êtes revenu, vous êtes là et vous retirez. Oui, c'est-à-dire, et le soir, autour de 15h30, dans l'après-midi, je suis allé dans une autre institution bancaire pour pouvoir retirer les 1 million, parce qu'au total, en réalité, elle me devait 3 millions. Et c'est ça, j'ai remis ma pièce. On m'a dit, monsieur, non, que je suis... On m'a dit d'attendre. J'ai attendu, je suis resté là. Je suis resté là jusqu'à ce que... Je dis, mais vous faites quoi? Je ne comprends pas. Donc j'étais là quand le commissaire Zola, il faut appeler les gens, il faut appeler un chien, chat. C'est lui qui était en charge de la cybercriminalité en ce moment. Il est venu? Il est venu. Alors, ils ont appelé le commissaire? Oui, moi j'étais là quand il est venu. C'est lui qui était le premier responsable de la lutte contre la cybercriminalité en ce moment. Il est venu et je sais comment ça s'est passé, on m'a appelé. Il est en tenue civile, il n'est pas... Et lui me connaît, il connaît bien que... Il sait qui vous êtes. Qui je suis. Et on me dit, bon, on lui a expliqué la situation. Il m'a dit, ah, monsieur Tchomakou, que c'est la nouvelle norme, mais il y aura une procédure en cours. Ils vont ouvrir une enquête par rapport à ça. Je n'ai pas retiré l'argent le jour-là. Ce n'est pas parce qu'il me connaît qu'il va donner l'ordre pour qu'on me paye. C'est 3 jours après que je suis allé retirer mon truc. Et la dame qui m'a servi me disait que de faire attention, sinon que mon nom ira dans la liste noire. Bon, moi je ne sais pas quelle liste noire existe. Donc c'est pour vous dire ça, c'est moi ça, c'est ce que j'ai vécu. Ça date de plus d'1 an quand même. Ça fait 2 ans. Non, moi je crois que... C'est quand même inquiétant. Moi je comprends, je me suis dit, non, si c'est pour notre sécurité... Qu'est-ce que vous comprenez? Si c'est pour notre sécurité, on peut accepter. Seulement que... Mais au-delà de la sécurité, au-delà de la sécurité, l'urgence a supposé que j'avais quelqu'un qui était malade, indisposé. Il faut quand même sauver la vie
Donc, je pense que la copie est à revoir. C'est pourquoi je dis en réalité, s'il faut d'autres pièces pour justifier, et il vaut mieux instaurer la présentation d'autres preuves en réalité pour justifier pourquoi on prend l'argent de ces mesures. Il faut instaurer ça. Il ne sert à rien de mettre des restrictions et de mettre les citoyens en difficulté. La police fait bien son travail. Non, la police, les institutions financières, la police exécute les ordres. Moi, je n'ai pas. Le ministre de l'économie et des finances c'est à lui de revoir. doit revoir la conception de cette stratégie. Très bien. J'espère qu'il nous écoute et qu'on lui fera l'affiche de nos propositions. C'est dur, c'est difficile pour les Béninois. Il va falloir faire le tri entre ceux qui sont clean et ceux qui ne le sont pas. Et nous allons finir avec Fraternité qui parle de lutte contre la mendicité des enfants. Lutte contre la mendicité des enfants, comment ça se fait? Adrien Tchoumakou va nous en parler. Est-ce que les enfants, on les ramasse des rues? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les met dans une maison d'accueil? C'est quoi? De quoi parle Fraternité, puisque nous sommes chez vous, Adrien Tchoumakou? Merci, Maureen Lagua. Il faut dire que depuis le 20 passé, le 20 octobre, a démarré la campagne de sensibilisation dans le département du littoral. C'est d'abord la sensibilisation. Oui, la sensibilisation qui est suivie de la répression en même temps. D'accord. Écoutez, il faut dire que le dimanche, par exemple, le préfet, l'opération que le préfet a dirigée de main de maître, lui a permis... Vous parlez d'Alain Ouroula? Alain Ouroula lui a permis dans ce département d'interpeller, par exemple, dans le 12e arrondissement de Cotonou, 12 enfants, et dans un autre arrondissement, 16 enfants, 16 personnes dont... Non, c'est 18 personnes dont 16 mineurs. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, le ministre des Affaires sociales a demandé à ce que les préfets le prêtent main forte pour que ces enfants qui mendient un peu partout sur tout le territoire national, que ces enfants soient désormais conduits dans des foyers, dans des maisons d'accueil, voir l'âge de l'enfant. S'il le faut, on met l'enfant en apprentissage. Si l'enfant est déjà déscolarisé, on interpelle. Parce qu'il y a des enfants qui ont leurs parents qui sont vivants. Donc, la police, à travers le préfet, identifie leurs parents. On leur fait appel. Les parents viennent, on les écoute. Et on les écoute sur procès verbal. Hein. Oui. On ne les présente pas au procureur, mais on les sensibilise. Si des gens veulent avoir leurs enfants, on met les enfants à leur disposition et ces parents sont suivis. Parce qu'en réalité, ça pose un problème d'éducation. En plus de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons compris qu'il y a des gens qui sont orphelins, orphelins de père, orphelins de mère. Le gouvernement les prend directement en charge. Et on les confie à des orphelinats. Et ces enfants sont suivis, tel que je vous l'ai dit. Ce qu'il faut dire dans l'un ou dans l'autre cas, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire. En matière de législation, nous n'avons pas une loi qui encadre correctement le fléau. Et là, il faut que les députés à l'Assemblée nationale, très rapidement, pensent sur le dossier. Parce que quand vous lisez Fraternité, il y a une analyse qui a été faite dans le journal, on demande à ce que les députés à l'Assemblée nationale sachent que oui, que le code qui existait sur ça est dépassé. Il faut que la copie soit très rapidement revue et que les dispositions soient prises afin que le gouvernement joue correctement sa partition. Écoutez, le gouvernement joue déjà sa partition avec les cantines scolaires. Les cantines scolaires un peu partout sur tout le territoire national. Écoutez, si ton enfant va à l'école et il trouve au moins 1 ou 2 repas par jour, c'est déjà un grand pas. Les ONG, on demande à ce que les ONG appuient également ces enfants démunis orphelins. L'idéal, c'est quoi? C'est que nous ayons, sur tout le territoire national, mendicité zéro. Au niveau de nos artères, de nos feux tricolores, le gouvernement, avant de déclencher cette opération, a d'abord appelé les mendiants extérieurs, les mendiants qui sont d'autres nationalités. Tous ces mendiants ont été convoyés, expulsés dans leur pays d'origine.
Vous voyez ça? Il y a un travail de fond qui se fait, qui malheureusement n'a pas été médiatisé. N'est pas médiatisé. Les gens ne prennent pas connaissance de ça. C'est pour dire qu'il y a plusieurs actions qui ont été menées à l'endroit de ces orphelins. On leur dit, en réalité, quand les gens mendient, ça ternit l'image du pays. Quand quelqu'un vient à Cotonou, par exemple, il descend de l'aéroport de Cotonou et déjà il voit des mendiants. Il va se poser la question, mais ça veut dire quoi? Ça ternit l'image du pays. C'est vrai quand même, mais dans tous les pays, il y a des mendiants. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Même à Montréal, il y a des mendiants. Dans certains pays, on a dit qu'il n'y a pas de mendiants. On est arrivé, on a vu un blanc mendiant. Moi, j'en ai vu dans une gare en Suisse. J'ai vu un mendiant dans une gare en Suisse en train de quémander. J'ai vu une dame après qui demandait à manger. Moi, je crois que ce qu'on nous fait croire, dans tout pays, il y a des mendiants. Et dans certains pays, la mendicité est même une norme. Je ne vais pas citer le pays, vous savez. Il faut citer, par exemple, la religion. Oblige des gens à aller, on parle de, par exemple, au Sénégal, on parle d'enfants talibés, où il faut envoyer les enfants, c'est les marabouts même qui envoient les enfants dans la rue pour aller quémander, et ça fait partie des traditions, il faut leur donner du sucre, il faut leur donner des trucs. Et Wade, président de la République à l'époque, a dit que lui-même, il a été enfant talibé. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas mettre fin à ce phénomène. Et je pense qu'il y a des enfants dans la rue au Bénin qu'on voit qui sont aussi envoyés dans la rue par des marabouts. Ce que le gouvernement fait aujourd'hui, c'est énorme. Je crois qu'il faut féliciter le gouvernement en la matière parce que quand vous êtes un père de famille et que vous savez ce que c'est qu'un enfant et que vous envoyez dans la circulation en train de commander dans les mêmes tenues toute une semaine et avec des bols en main en train de demander à manger et tout ça, là, ça fait mal en réalité. Ça fait très mal et donc en la matière, il faut féliciter le gouvernement déjà pour l'initiative. Je sais que depuis un moment, au niveau des maisons d'accueil, maintenant des centres d'accueil pour les enfants, c'est le gouvernement qui, en fait, c'est le ministère des Affaires sociales, à travers les centres, comment vous appelez, les centres, comment vous appelez, les centres sociaux. Les centres sociaux, oui, il y a un truc qui échappe là. Qui maintenant décide d'envoyer tel ou tel enfant dans la maison d'accueil. C'est-à-dire qu'il y a une procédure. Vous ne pouvez plus vous lever et envoyer un enfant dans un orphelinat ou tout ça. Vous devez passer par la procédure du centre social et vous envoyez l'enfant. Donc, tel que c'est fait maintenant, il y a un suivi parce que le ministère a un œil assez rigoureux sur tous les centres sociaux, centres d'accueil, maisons d'accueil, pour savoir comment est-ce que les enfants se comportent, comment ils sont entretenus. Pas plus tard qu'hier, j'ai parlé avec une dame qui travaille dans un orphelinat qui dit que le gouvernement contrôle régulièrement. Il y a des descentes régulières et pour vérifier comment est-ce que les enfants sont nourris, logés, sont pris en charge, ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, avec cette affaire de mettre fin à la mendicité des enfants, c'est une bonne chose. Parce que les enfants ont des droits. Les enfants ont droit à l'éducation, à l'instruction, à, comment vous appelez, à un toit, à un logement, à une protection. Donc, ces enfants qui sont retrouvés dans la rue, ces droits sont bafoués pour ces enfants. Et c'est de la responsabilité étatique que de prendre une telle mesure pour les sortir de ce milieu. Parce que la plupart du temps, il n'y en a pas mieux qui, dans les rues, passent dans les rues, qui réussissent. Mais c'est peut-être 2 ou 3% qui réussissent. Le reste, c'est des cas sociaux qui deviennent des problèmes pour la société plus tard. Donc, quand on en arrive à décider comme ça, à faire des choses comme ça, je crois sincèrement que ça va beaucoup aider à limiter les dégâts pour l'avenir. Il n'y en a pas mieux qui ont des talents qu'on peut promouvoir, mais il y en a qu'il faut rapidement repêcher, les envoyer à l'école ou bien en apprentissage, les encadrer pour qu'ils ne deviennent pas des problèmes pour la société. Il y a beaucoup de chantiers pour le gouvernement, il faut le reconnaître, beaucoup de choses à faire. Pour finir, Adrien Tchomakou, en quelques secondes. Oui, il faut dire que moi, mon souhait, c'est que d'autres députés, que ça ne soit pas... Ça ne me donne pas envie d'être président. Hein. C'est pas du tout facile. Même ministre de la République, même ministre de la République aujourd'hui, c'est de l'insomnie. Bon, c'est le prix à gagner. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer, du moins. Ils sont vachement payés quand même. Ouais. Vachement. Moi, je pèse mes mots. Vachement, c'est relatif. Hein? Ils sont vachement payés. Ils sont bien payés, c'est mieux. De toute façon,
s'ils sont mal payés, et il y avait la pression, connaissant la pression de Patrice Talon, certains parmi eux allaient dire à FI pour aller reprendre le poste à Il y a Omeki qui a démissionné, par exemple. Pardon, faut pas nous embrouiller. Après avoir, vous étiez en train de parler de quoi? Après avoir bouffé pendant 7 ans. Après avoir été vachement payé pendant 7 ans. Vous étiez en train de parler de quoi? Donc, je vous avais donné quelques secondes. Par rapport à la lutte contre la mendicité, que les autres préfets emboîtent le pas au préfet Orola du littoral pour que ça soit très vite généralisé, afin que notre pays soit désormais un pays sans mendiants. Mais souvent, c'est les grandes villes, les mendiants prennent d'assaut les grandes villes. Calavi n'est pas aussi... Non, on n'en trouve pas. Quel mendiant il y a à Calavi? Vous en trouvez où? Non, on n'en trouve pas comme ça à Calavi. Quand vous quittez Cotonou, vous venez directement ici? Non, il y a quelques enfants que vous voyez. C'est nous qui sommes à Calavi. Non. Moi, je ne suis pas à Calavi, moi, je suis au Togo. Vous êtes à Togo. Je suis en plein cœur de Calavi. Je parcours pratiquement tous les quartiers de Calavi dans une semaine. Et à pied en plus, il faut le dire. Je peux vous assurer. À pied pour mieux observer tout ce qui se passe dans Calavi. Je me promène sérieusement pour voilà. Donc, enfants mendiants, il n'y en a pas pour autant à Calavi. C'est les enfants des communautés, peut-être des familles pauvres que vous allez voir parfois, mais pas en train de mendier dans les rues comme on le voit à Cotonou, avec des enfants qui ne sont pas nécessairement des enfants du Bénin, des enfants d'autres pays qui se retrouvent dans les rues. Et ça ne rend fait pas bon. Adrien Tchoubankou, merci. C'est un plaisir. Laurent Roland Toniquès, merci. C'est moi.